entretient des relations fortes avec la Russie. Les échanges commerciaux avec la France et l'Europe seront aussi évoqués dans ces discussions. Et puis l'équipe de France de rugby connaît ses adversaires pour la prochaine Coupe du Monde, le Japon, les États-Unis et les Samoa. Le tirage au sort avait lieu ce matin à Sydney, tirage plutôt favorable pour les Bleus. À noter quelques chocs sur ce premier tour, Nouvelle-Zélande, Australie, ce sera le match d'ouverture, mais aussi Afrique du Sud, Italie ou encore Irlande, Écosse. La Coupe du Monde de rugby se jouera en Australie fin 2027. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Voici l'arrivée du tiercé quarté quintet plus de ce mercredi 3 décembre. Il fallait jouer les 8 Diva del Ronco devant le 12 Valiatolian, 4 Die Hard, 14 Catchy In et 11 Look of Love. 8, 12, 14 et 11 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va parler de ce désir d'enfant parce que beaucoup de femmes affirment de plus en plus ce désir de ne pas avoir d'enfant. Alors certaines enquêtes vont même jusqu'à donner le chiffre de 30% de femmes ne voulant pas d'enfant. Alors ça aurait été tout à fait impensable il y a 30 ans. Alors les raisons de ce refus de mettre au monde des enfants sont multiples et c'est ce que nous allons essayer de comprendre en compagnie de Hugues Rennes. Hugues Rennes fut obstétricien, il a aussi beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité. Mais ce qui est troublant aujourd'hui, c'est à la fois toutes ces femmes qui renoncent à la maternité et puis d'un autre côté, toutes celles qui décident, grâce à la PMA pour toutes, de faire un bébé toute seule. Et il y a également, et je pense que tout ça est assez lié, toutes ces mères qui, une fois qu'elles ont eu leurs enfants, préfèrent quitter le père pour rester seules à les élever. Donc je crois quand même que cette liberté des femmes, en fin de compte, très récente, a des causes évidentes sur ce non-désir d'enfant. Néanmoins, je pense que la question du désir d'enfant est une question que toute femme devrait se poser vraiment en profondeur avant 35 ans parce qu'après c'est d'autant plus difficile d'être enceinte. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Hugues Rennes qui va me donner son avis et son éclairage. Et puis, je vous invite évidemment à témoigner au 0826 300 300. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Hugues Rennes, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, merci de m'avoir invité. Oui. Ben, je vous en prie, je précise déjà qu'on peut vous retrouver sur votre blog, huguesrennes.com, où vous évoquez beaucoup cette question de la maternité. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur parce que c'est vrai, le 30% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, le chiffre me paraît un peu fort d'ailleurs, mais c'est quand même, ça fait pratiquement une femme sur 3, c'est énorme. Et c'est très nouveau, oui, ça. On voit que les choses ont énormément évolué dans les 10, 20, 30 dernières années, comme vous le soulignez, et qu'aujourd'hui, le désir d'enfant n'est pas aussi fort qu'il l'était. Hein. Toutes les enquêtes le prouvent. Une enquête récente de l'administration qui s'appelle ERFI2 montre bien que l'évolution de la famille a évolué, l'évolution du désir d'enfant, que tout ça, c'est tout en remaniement. Alors, la baisse de ce désir d'enfant, elle est pour moi, elle a plusieurs facteurs intriqués. Ceux que vous avez soulignés, et puis aussi le fait que de nos jours, les femmes n'ont plus le même rôle qu'elles avaient avant, c'est-à-dire que faire un enfant n'est pas le but d'une vie, il y a un but plus élevé qui est se réaliser soi-même. Ça c'est une des et c'est bien, et c'est au contraire c'est une belle chose que de ne pas cantonner la femme à s'occuper des enfants et du ménage, et ça c'est une très belle évolution dans le rôle de la femme. Et du mari. et du mari aussi, bien évidemment. Il y a aussi autre chose qui joue beaucoup, c'est la période incertaine dans laquelle on est, c'est-à-dire que oui, l'écologie aussi, oui. Alors, dans l'enquête, il y a une chose qui est retenue, c'est la peur du changement climatique. Je pensais qu'il y aurait plutôt l'instabilité politique, les guerres, cet effondrement qu'on appelle anthropocène, hein, cet effondrement qui est en cours dû à l'homme. Mais c'est ce qui semble dans cette enquête plus important, c'est l'inquiétude par rapport au changement climatique.
Alors, il y a une chose aussi qui me paraît importante quand on travaille un peu sur la nouvelle génération, la fameuse génération Z. On voit que les garçons et les filles ont de plus en plus de mal à éventuellement s'engager, à se mettre en couple. Et il est évident que si une femme ne se met pas en couple et est toujours célibataire à 35 ans, il y a des chances en effet qu'elle n'ait pas d'enfant. En tout cas, on sait très bien que les femmes, à partir de 35 ans, sont beaucoup moins fertiles. Donc, elle laisse peut-être passer son moment où elle aurait pu avoir des enfants. Donc, je crois qu'il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à comprendre et qui est assez, qui est de plus en plus fort. Donc, ça, c'est peut-être une notion qui échappe un peu aux enquêtes, je trouve. Oui, alors si vous voulez, parce qu'en fait, il y a cette idée de le sujet que vous avez choisi, hein, le non-désir d'enfant, mais il y a aussi l'évolution de la population, ça semble très lié, puisqu'en effet, le fait que les femmes en particulier désirent un enfant de plus en plus tard parce qu'il y a la carrière professionnelle, il y a plein de choses, fait que, en effet, cette fois-ci, c'est la fertilité qui baisse. Et ça, c'est une chose aussi importante à comprendre, non pas dans le désir d'enfant, mais dans la possibilité de réaliser ce désir. Et il y a une discordance d'ailleurs dans les enquêtes entre ce qu'une femme dit de ce qu'elle voudrait comme nombre d'enfants et ce qui se fait en réalité. C'est ça, ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais donc il y a déjà... Elles en veulent parfois 2, 3, et puis finalement elles commencent à avoir le premier à 32, et du coup elles n'en auront que 2 et pas 3. Hein. Oui, alors pour des raisons d'âge en effet, mais aussi pour des raisons de choix. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'elles en auront un certain nombre, elles ne voudront pas aller au-delà et rejoindre le chiffre qu'elles avaient donné au départ, comme ça, plus intellectuellement. En tout cas, ce qui est certain, quand on regarde d'autres pays, et même d'autres pays qui ne sont pas des pays occidentaux, de culture occidentale, on voit vraiment une baisse de la natalité chez toutes les femmes du monde entier. Hein. Donc, je crois que ça, c'est vraiment c'est la libération des femmes, hein, je crois, qui tout simplement les fait sortir de cette condition de mère qui était imposée par la société. Complètement, oui. Ça, c'est comme je le disais, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Après, il y a aussi une autre donnée qui est pour moi très importante. C'est une donnée beaucoup plus globale de la régulation de la population mondiale, qui est issue au départ du Club de Rome, qui a eu lieu en 72 avec le rapport Meadows que tout le monde connaît, qui est un rapport qui a essayé de faire une perspective de comment évolueraient les ressources, la population, tout un tas de données, et de mettre ces données ensemble pour voir comment allait évoluer la vie sur Terre. Et ce rapport a été repris par un Australien il y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années peut-être, et qui a essayé de voir si ce rapport avait été vraiment une perspective qui s'était réalisée ou pas. Et lui, il a montré, avec en particulier d'autres personnes avec lui, que la population mondiale allait baisser à peu près en 2010-2020, parce que pour différentes raisons, pour des raisons de nourriture, pour des raisons de ressources, pour des raisons de pollution, pour des raisons de production de services, et donc la population allait chuter. Et cette courbe est très intéressante, on peut la consulter sur Internet. Hein. C'est quelqu'un de très pertinent qui a fait cette étude et qui a été à l'origine, qui s'est appuyé à l'origine sur les travaux du Club de Rome avec le rapport Meadows. D'accord. Bon, on va voir ce que nous disent les femmes. Dans un instant, déjà, on va avoir Émilie qui a décidé de ne pas avoir d'enfant il y a déjà pas mal de temps et qui aujourd'hui a 33 ans et je crois qu'elle est toujours dans cette idée-là. Et puis peut-être qu'on pourra voir s'il y a des femmes qui se posent la question, qui sont pas encore tout à fait décidées, si elles ont envie d'en parler avec nous. Et puis je voudrais juste rappeler ce jeu de mots qu'on fait souvent ensemble, Ugraine. Hein, on parle de procréer et de se créer. Hein, qui a la même racine et ça veut bien dire plein de choses, évidemment. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui avec Ugraine, qui est avec nous, gynécologue obstétricien, spécialiste des traitements de l'infertilité, ce fameux désir d'enfant qui aujourd'hui est mis à mal parce que les femmes se sentent parfois plus dans l'envie de se réaliser elles-mêmes. Et je crois, Émilie, que ce non-désir vous est arrivé assez jeune. Hein. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte et bonjour Hugues, merci de me donner la parole. Je vous en prie.
Alors, Bonjour. Bonjour Rick. Je suis ravie de passer à l'antenne parce qu'effectivement c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et je vais prendre le moins de temps possible, mes quelques minutes si vous me le permettez, pour vraiment évoquer tous les points. Prenez votre temps, au contraire. Tous les points qui me semblent essentiels et qui, pour moi, du coup, ont joué parce qu'il y a, je pense, beaucoup à dire sur le sujet. Alors, pour moi, on est dans un vrai changement générationnel, culturel et sociétal. On n'est plus dans les visions d'avant. Alors, aujourd'hui, effectivement, j'ai 34 ans et j'ai commencé très jeune à m'ouvrir sur le sujet. J'ai décidé à 24 ans que je ne voulais pas d'enfant et ce choix reste le même encore aujourd'hui et je vais vous citer les points qui ont confirmé ce choix. Déjà, la question de base que je me suis posée, c'est avant tout, pourquoi faire un enfant ? Déjà. Pendant longtemps, je pense que c'était automatique. Voilà, on suivait un schéma, on grandit, on trouve quelqu'un, on fait un enfant. Et c'était presque un devoir social jadis. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens se demandent vraiment s'ils en veulent, s'ils sont prêts, si c'est la bonne personne ou le bon moment. Et souvent, la réponse, elle n'est pas si évidente. Moi, je n'ai pas voulu reproduire ce schéma sans conscience familiale. Alors, on voit aussi beaucoup de couples se former vite et se déliter tout aussi vite avant d'avoir finalement construit quelque chose de stable. Quand je regarde aujourd'hui, je vous en parlais tout à l'heure, Brigitte, dans l'introduction, la jeune génération Z, leurs attentes, leur façon de communiquer, j'ai parfois l'impression que les relations manquent du socle nécessaire pour envisager un enfant. Et les femmes restent aussi plus célibataires, j'ai l'impression, qu'en couple qu'avant. Moi, la première. Alors, vous parliez de chiffres, justement, tout à l'heure, Brigitte. Oui. 13% des femmes disent ne pas vouloir un seul enfant, contre 15% des hommes. Et ils n'ont pas, je les comprends, il y a une forme ils n'ont pas envie de sacrifier leur liberté ou leur indépendance. Alors, on voit aussi que les couples veulent moins d'enfants qu'avant. C'est vrai que, du temps de nos grands-parents, je l'ai vu avec mon papy, à l'époque, ils étaient plutôt 7 frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup moins. On en fait beaucoup moins. Alors, un élément essentiel, c'est aussi, je pense, l'émancipation de la femme. Pendant longtemps, elles dépendaient financièrement de leur mari. Ma propre grand-mère, par exemple, n'a jamais pu partir parce qu'elle n'avait ni revenu ni retraite. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de contraception, parce que le retrait, on sait ce que ça vaut. Et ensuite, il y avait le devoir conjugal. Donc, c'est-à-dire que les femmes, de toute façon, même si elles n'avaient pas envie d'avoir de la sexualité, les 3/4, elles avaient des relations sexuelles. Donc, forcément, elles tombaient enceintes. Complètement. J'invite d'ailleurs certaines femmes ou hommes d'ailleurs, si vous avez envie de bien comprendre les années 50-60, Ménie Grégoire a écrit un livre dans lequel elle raconte bien toutes ces femmes qui l'appelaient et qui ne voulaient plus d'enfants, qui tombaient enceintes et qui étaient désespérées et qui ne savaient pas comment faire pour ne pas garder cet enfant. Enfin, c'est des choses qu'on oublie, nous, aujourd'hui, parce qu'on a le droit à l'IVG, le droit à la contraception, etc. Mais pour beaucoup de femmes, c'était un enfer. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, une femme peut être indépendante. Voilà, effectivement. Et heureusement, on avance là-dessus. Donc, effectivement, j'ai l'impression que les couples deviennent plus fragiles. Et donc, forcément, la question d'avoir un enfant devient plus complexe. Alors, je veux aussi parler du fossé, je trouve, entre hommes et femmes. Aujourd'hui, les attentes sont différentes, la communication se complique, certains discours se radicalisent, côté féminisme comme côté mouvement masculin. Et c'est le sujet qu'on abordera d'ailleurs jeudi de la semaine prochaine avec Vincent Coquebert qui a écrit un livre intéressant sur ce sujet, oui. Il y a vraiment quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Oui. Et justement, en tant que femme, j'ai parfois l'impression qu'il y a une forme de tension permanente où les hommes, en plus, eux, se sentent parfois jugés ou pas écoutés. Parfois même, j'ai l'impression qu'il faut qu'il n'y en ait que pour la femme. Et donc, résultat, on ne se parle plus vraiment. Et quand la communication est déjà difficile, imaginez faire un enfant, ça devient encore plus compliqué. Et j'ajoute à cela, bien évidemment, la conjoncture actuelle. Voilà, l'inflation, le coût de la vie, la crise du logement, du travail.
l'instabilité politique, le réchauffement climatique, les guerres. Alors, personnellement, moi, mon choix de ne pas avoir d'enfant, il s'est affirmé très tôt, quand justement j'ai pris conscience de ces enjeux-là. L'avenir incertain, la précarité grandissante, la robotisation, qu'on le veuille ou non, et donc la perte d'humanité. Et sincèrement, ça me faisait penser qu'il serait égoïste d'amener un enfant dans ce monde. Voilà, pour moi, je ne pouvais pas fermer les yeux et c'était pas un décor qui inspirait en tout cas à la parentalité. Alors, je pense aujourd'hui que les jeunes, on est dans une vraie quête de sens. On ne veut plus faire un enfant par obligation ou par devoir, mais parce que ce serait vraiment l'accomplissement d'une vie. Il faut accepter que la parentalité ne soit plus un passage obligé où on peut vivre pleinement, aimer, s'épanouir, construire, sans forcément devenir parent. Et pour beaucoup, ce choix, je trouve qu'il est aligné avec leurs valeurs-là. Et c'est plus en fait un automatisme, c'est vraiment un choix conscient. Je pense que nous sommes peut-être dans une génération en rupture, c'est-à-dire qui questionne sur les schémas familiaux, transgénérationnels, les rôles transmis aussi, et qui aspire à plus de liberté et d'authenticité. Alors, c'est ni de l'égoïsme, ni du nihilisme, c'est vraiment être sincère avec soi-même. Alors, la vraie question, c'est plus pourquoi les Français ne veulent pas d'enfants. La vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que la société nous offre aujourd'hui pour avoir envie d'en faire. Et plutôt que culpabiliser ceux qui n'en veulent pas, il faudrait commencer déjà par les écouter, car je pense que cette décision est souvent la plus réfléchie, la plus consciente et parfois même la plus honnête, en tout cas pour l'humanité. Écoutez, en tout cas, Émilie, moi, j'apprécie votre témoignage parce qu'on sent que, c'est réfléchi, que c'est pas des croyances ou des convictions contre quelque chose. Ça vient vraiment de vous. Après, moi, j'ai presque envie de vous poser la question, mais et l'amour dans tout ça? Est-ce qu'un jour, si vous étiez très amoureuse d'un homme, ça vous pourrait venir, cette envie de créer un être de cet amour, ou est-ce que c'est même pas envisageable? Non. Donc, je suis déjà tombée amoureuse, j'ai déjà été en couple. Mais c'est quelque chose que je dis parce que je pense que c'est un point essentiel pour un couple. C'est quelque chose que je dis dès le début. Et c'est acté. Quand un homme veut s'engager avec moi, il sait qu'avec moi, il n'y aura pas d'enfant. D'accord. Hugues Rennes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Émilie? Écoutez, moi, Émilie, vraiment, c'est magnifique. Vous avez fait un résumé que je trouve, j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Et c'est très complet. On ne peut pas beaucoup mieux dire, me semble-t-il. Ce que j'apprécie énormément, c'est le moment où vous dites que je me suis posé la question pourquoi faire un enfant. Or, je ne vous connais pas, on se connaît pas, mais sachez que moi, ça fait depuis au moins 30-40 ans que je dis il faudrait se poser la question avant de faire un enfant, c'est pourquoi faire un enfant? Et donc, j'applaudis des deux mains à cette proposition. Et en effet, ça rejoint la notion de conscience, c'est mettre de la conscience dans quelque chose, et c'est ce que vous faites, et je pense que c'est vraiment non pas une rupture, vous évoquez une date de rupture, mais une évolution absolument centrale, et qui va peut-être aller un peu de droite et de gauche avant d'aller tout droit, mais qui est absolument nécessaire. Je partage aussi l'idée que les couples se précipitent un petit peu et puis finalement il n'y a pas de socle relationnel suffisamment et du coup l'enfant se trouve un porte-à-faux et on sait que l'enfant il n'a pas une sécurité affective, un lien suffisant avec ses parents et ça c'est problématique pour son développement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre? Oui, alors là j'ai bien aimé aussi la fin quand vous dites qu'est-ce que la société nous offre? Ça c'est sûr. Hein. Quand on regarde le projet de société actuellement, il n'y a rien de bien dynamisant et il faut se l'inventer. Et en ce sens, se retourner vers le fond de soi-même et aller, comme tout à l'heure Brigitte le disait un peu en riant, procréer et en face se créer. En effet, se créer, être une force de création de soi-même d'abord. Qu'est-ce que nous sommes en réalité et comment nous pouvons exprimer ce que nous sommes en réalité. Passer de procréation, qui est un peu l'ancien système, je dirais, à création de soi et création autour de soi, ça me semble tout à fait d'actualité. D'autant que autant la psychologie et les nouvelles approches psychologiques proposent de retrouver le centre de soi-même et qu'il puisse s'exprimer. Le MIT qui est à l'origine, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est à l'origine du rapport Meadows dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui l'ont fait. Ils proposent actuellement quelque chose qui s'appelle la théorie U et qui justement est tout un cheminement
pour cette évolution dont nous parlons aujourd'hui. Donc franchement, je suis très heureux de ce qui est en train de se dire ici. Moi, je crois, Émilie, que ce que vous dites, c'est un passage un peu difficile pour votre jeune génération, parce que vous avez 33 ans, je crois, hein, donc vous faites partie de cette génération. C'est un passage compliqué. Moi, je crois quand même qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver, en partie grâce à vous. Hein, de toute façon, c'est vous qui faites le monde de demain. Et je pense que ça passera d'abord par une meilleure compréhension des relations entre les hommes et les femmes pour se retrouver, et ensuite certainement par une société qui va remplacer la famille qui n'existe plus, pour que justement les femmes qui ont quand même envie d'avoir des enfants soient entraidées, si je puis dire. On le voit dans certaines peuplades, mais alors c'est vraiment des sociétés très minimalistes, hein, parfois aborigènes, etc. On voit cette solidarité notamment entre les femmes, entre les voisins, etc. pour qu'il y ait parce que c'est vrai que moi je me mets à la place d'une femme qui aujourd'hui travaille, décide d'avoir un enfant et est obligée de le porter à la crèche ou trouver. Enfin, c'est quand même c'est la double peine. Hein, il faut quand même le dire. Oui, il y a une fracture effectivement aujourd'hui dans les relations entre autrui déjà, mais j'ai l'impression beaucoup entre hommes et femmes. Et déjà commencer par effectivement trouver des clés pour se rassembler et revenir l'un vers l'autre avec une communication non violente que peu de gens connaissent, qui aidera, je pense, vraiment dans le bon sens. Mais il faut améliorer nos relations à l'heure actuelle. Oui, et ça va prendre un peu de temps, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes qui nous écoutent, et je les invite évidemment à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Hugues, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, on va parler de l'amitié entre un homme et une femme, et puis on va aussi après aller au pied du sapin. Je vais aller chercher votre petit cadeau de Noël. Vous évitez de grignoter. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hugues, on va parler de l'amitié entre un homme et une femme. 40% des hommes ont une amie féminine. Je suppose que c'est votre cas aussi, Hugues. Vous avez des amis femmes? Tout à fait. Bon, ça me rassure. Je pensais bien être votre ami. L'amitié entre un homme et une femme, ça existe, mais c'est pas tout à fait sans danger, parce que ça peut provoquer évidemment des jalousies, hein, et parfois même un passage à l'acte, c'est-à-dire une relation sexuelle. Une amitié, en fait, c'est une relation affective, c'est une relation dans laquelle, en général, on se sent compris, et ça peut entraîner évidemment des désirs inconscients. Et donc voilà quelques indices à prendre en compte. Si votre ami est une ou un célibataire assez libéré, avec qui vous avez tendance à plaisanter beaucoup justement de blagues sur le sexe, etc., eh ben, peut-être qu'il faut faire attention, parce que ça pourrait se terminer au lit. Alors pourquoi pas, hein, mais en tout cas, c'est un indice qui vaut le coup d'être remarqué. Si c'est un ou une ex et que c'est vous qui avez rompu, bon ben c'est généralement, si vous avez rompu, c'est que vous n'avez plus envie de relation. Par contre, si c'est l'autre qui a rompu, il y a de fortes chances que quelque part vous soyez encore dans l'espoir, peut-être que ça puisse reprendre. Donc c'est bon aussi de le savoir. Et si c'est un vrai copain ou une vraie copine, c'est pas impossible que de temps en temps vous puissiez avoir une sorte comme ça de désir plus ou moins fugace. Et franchement, c'est pas très grave. Je crois juste que c'est plus important que les femmes sachent que quand elles ont un ami homme, eh bien, oui, il peut y avoir chez cet homme de temps en temps du désir. Donc il faut qu'elle soit aussi très claire, de manière à ce qu'il n'y ait pas une ambiguïté. Et j'aime bien ce dicton qui m'a été donné par Aldo Naouri d'ailleurs. L'amitié entre hommes, ça se vit. L'amitié entre femmes, ça se mime. L'amitié entre une femme et un homme, ça se risque. L'amitié entre un homme et une femme, ça s'invente. Et je trouve ça assez juste. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugues?
Alors, je trouve ça très très pertinent. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, hein, oui, oui. On se reconnaît bien quand même dans tous ces trucs. Mais oui, on a beau dire un homme et une femme, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, allez, j'ai été au pied du sapin de Noël de Sud Radio ce matin et j'ai pris mon petit paquet avec à l'intérieur votre cadeau, ce cadeau que l'un d'entre vous va pouvoir gagner. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un pack de 2 jouets d'accessoires Lelo avec une bougie de massage et un ruban satiné. Ce ruban satiné, c'est pas rien. Et si vous voulez recevoir ce cadeau, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Vous n'avez pas le droit de jouer, Ugraine, hein, désolé, c'est comme ça. Et on continue sur le sujet du désir d'enfant avec Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Rick, bonjour Brigitte. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, vous avez des enfants, hein, Marie. Vous en avez combien? 2, je crois, hein, c'est ça? Non, moi j'ai 3 enfants. 3 enfants. Voilà, j'ai 3 enfants. J'ai eu des difficultés avec mon mari à avoir des enfants. Puis finalement, la deuxième coup, on en a eu 2 d'un coup. Donc, au moins, c'était réglé. Donc là, on est 3 avec des jumelles. Le témoignage que j'ai entendu juste avant d'Émilie, je crois, oui. Je l'ai aussi trouvé très touchant, d'autant plus que je partage énormément de ses positions. Moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu des enfants, mon mari aussi, et donc c'est vrai qu'on s'est donné les moyens d'en avoir jusqu'à passer par une PMA. Malgré tout, si aujourd'hui, pourtant mes filles ont moins de 6 ans les 3, mais aujourd'hui je pense que je me poserais plus de questions, effectivement, notamment, comme le disait précédemment, face à l'écologie, face à la situation mondiale. Et quand on dit que les personnes qui n'ont pas d'enfants sont égoïstes, moi j'aurais plutôt tendance à dire aujourd'hui que c'est presque égoïste d'avoir un enfant. Mais pourquoi ce serait égoïste d'avoir un enfant? Je comprends que vous ayez un peu peur pour le monde qui les attend, hein, ça peut s'entendre. Mais pourquoi ce serait égoïste d'avoir des enfants? C'est pas parce que vous avez eu 3 enfants que la planète va se porter mieux ou moins bien, hein. Alors déjà parce que on est déjà très nombreux sur Terre, que quand j'ai su que j'aurais moi des difficultés à avoir des enfants, forcément une partie de moi s'est dit est-ce que tu crois pas que tu pourrais tout simplement adopter des enfants qui sont déjà là, qui sont dans le besoin, voilà. Et puis à partir du moment où moi j'ai cette crainte, qu'elle soit justifiée ou non, j'ai envie de dire, que j'ai cette crainte pour mes enfants, forcément il y a une partie d'égoïsme. Vous voyez ? Donc c'est plutôt cet aspect-là. Après, je pense qu'il y a aussi, on parlait des relations hommes-femmes, clairement, il y a des femmes qui de plus en plus savent travailler. Moi j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille mais qui est présent. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent, que c'est pas juste dû à une seule chose, et que aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Et puis, si je peux me permettre, je suis allée voir quand j'ai entendu le thème de l'émission, j'ai vu une citation de vous où vous disiez que vous vouliez rester libre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à critiquer, et c'est pour ça qu'on dit que les gens qui n'ont pas d'enfants sont égoïstes. Des gens qui veulent juste vivre leur vie pour eux, et je ne vois pas en quoi c'est égoïste. Je ne comprends pas. Alors c'est drôle parce qu'en effet, je le confirme, hein, je pense que avoir des enfants c'est un peu une atteinte à notre liberté, ça c'est sûr, hein, parce que et puis on voit bien une fois qu'on a des enfants, on voit vraiment la vie différemment, c'est-à-dire que ils passent avant nous d'une certaine manière, ou si c'est pas le cas, c'est un peu dramatique. Exactement. Mais moi j'ai été traitée d'égoïste à l'époque parce que je ne voulais pas d'enfants, donc c'est assez curieux qu'aujourd'hui, c'est assez curieux qu'aujourd'hui ce soit le contraire. Vous voyez, moi ça me fait un peu sourire. Ugraine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie? Oui, je pense qu'en effet, l'idée que vous soulevez de dire il passe avant nous, c'est en même temps une réalité, mais je pense que c'est aussi quelque chose de normal. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'amour, il y a un moment où l'autre est très important, et même quelquefois, quand c'est nos enfants, presque aussi important, si ce n'est plus que nous. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ne pas s'occuper de soi et pas prendre soin de soi-même. Au contraire, j'ai développé ça de nombreuses fois dans les textes que j'avais écrits. Hein. Mais il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, qui n'est pas une prison, mais qui est une évolution de l'amour. Et je crois que
dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, que ça passe par un enfant ou que ça passe pour une cause, comme vous, Brigitte, ce que vous amenez par rapport à travers la radio, c'est une cause qui est très importante, qui aide des gens depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, et que là, il y a quelque chose aussi où d'une façon ou d'une autre, vous êtes libre, si je puis me permettre. Enfin, je vous sens complètement libre, Brigitte, mais en même temps, je vous sens attaché à ce que vous faites, et pour vous, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose d'important, et qui a une vraie place dans votre vie, sans que ce soit une prison. Vous êtes libre, et en même temps, vous engagez votre liberté dans quelque chose qui, pour moi, vu de mon point de vue, sert en tout cas à son niveau le mieux qu'elle peut l'humanité. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, et Marie, vos enfants sont encore très jeunes, donc vous voyez bien enfin, à quel point c'est chronophage. Voilà. C'est exactement ça. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, un enfant en bas âge, c'est presque un temps plein, quoi. Je sais même pas comment on arrive à travailler tout en ayant un enfant en bas âge, quoi. Je suis totalement d'accord, et aujourd'hui je ne regrette absolument pas d'avoir mes enfants, pas du tout. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut toucher, le regret, moi absolument pas. On est très heureux dans notre famille, mais c'est extrêmement chronophage, et comme vous dites, bien sûr qu'on les fait passer avant, sans s'oublier non plus. Je pense que c'est pour ça aussi que notre couple tient. Bien sûr. Mais aujourd'hui, comment vous faites ? Vous travaillez tous les deux, vous avez 3 enfants en bas âge. Mais parce qu'on ne s'oublie pas, malgré tout. Et puis mes filles, elles n'ont pas choisi d'être là. C'est nous qui avons choisi qu'elles soient là. Donc c'est normal qu'elles passent avant pour moi. Je me sens obligée, mais bien sûr, ça prend du temps et il faut être prêt à ça. Et certains, peut-être, sont pas prêts à ça. Écoutez, moi ça me fait plaisir parce que ça fait notre 2e femme qu'on écoute aujourd'hui et 2 témoignages d'une grande responsabilité. Parce que vous voyez, Marie, oui, j'ai dit que j'avais pas eu envie d'avoir d'enfant aussi parce que j'avais envie d'être libre. Et je crois qu'on ne peut pas être libre sans être responsable. Et c'est ce qui m'ennuie beaucoup dans notre société actuelle où on est en effet libre de ses choix. Toutes les femmes en France, en tout cas, sont libres de faire le choix qu'elles veulent, d'avoir des enfants, de se marier, de pas se marier, d'être lesbienne, d'être polyamoureuse ou je ne sais quoi. Mais il faut être responsable de ses choix. Et je vous entends, vous êtes responsable. Vous avez eu envie d'avoir 3 enfants avec votre mari et tous les 2, vous êtes responsable. Donc moi, j'ai rien à dire. Si tout le monde réagissait comme Émilie qu'on a entendue tout à l'heure et comme vous, Marie, je crois que la société irait bien, non, Hugraine ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, totalement, complètement. Et alors, cette idée aussi de liberté et de responsabilité que vous venez de soulever, elle est pour moi tout à fait capitale. C'est-à-dire qu'en effet, de plus en plus, on veut une liberté, mais sans contrainte, sans rien, alors qu'il y a forcément une responsabilité, et c'est ce qui fait la grandeur de l'humain, de l'homme et de la femme. Voilà, c'est ce qui me venait. J'avais une autre idée, mais elle m'a échappé. Donc, elle reviendra tout à l'heure. Elle va vous revenir d'ici 16h, j'espère. En tout cas, Marie, merci de ce témoignage. Et puis encore une fois, vous êtes pour moi l'idéal de ce qu'il faudrait pour faire des enfants. C'est-à-dire que vous êtes en couple. C'est un couple qui a décidé ensemble. C'est un choix de vie responsable. Alors, si je peux me permettre 10 secondes. Je vous en prie. Je pense aussi que le fait d'avoir eu cette PMA, on s'est rendu compte aussi, alors on était certains de vouloir des enfants, on en avait discuté, mais ça, on a aussi du coup mis beaucoup plus de temps que prévu. Et si on met de côté le côté stressant, frustrant et difficile de ce parcours, ça nous a permis de parler d'énormément de choses, au niveau de l'éducation, au niveau de ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et c'est tellement important. Donc, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Oui, vous avez pu vous poser les vraies questions à cause de la PMA, bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, vous auriez pu arrêter avant, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Hugraine, on se retrouve dans un instant, à moins que vous ayez retrouvé votre idée, non? Pas encore? Oui, je l'ai retrouvée. Allez-y, alors. En fait, c'est par rapport à une remarque de Marie qui disait que, et qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, c'est qu'en fait, les enfants prennent beaucoup de place et que du coup, le reste est un petit peu mis sur le côté. Et je me disais qu'en effet, il y a quelque chose à réfléchir qui est très important, c'est avant de se lancer dans avoir un enfant et en sachant justement la place qu'il va prendre, c'est se débrouiller pour trouver une place pour sa propre évolution. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de l'autre sans s'occuper de soi, c'est une base. Et je crois que là, c'est vraiment quelque chose à réfléchir dans l'organisation personnelle, l'organisation du couple et de la société. C'est comment on fait pour pas se perdre en même temps dans cet enfant
tout en étant en effet tout à fait attentive à son développement. Mais ne pas perdre soi, c'est ce que vous disiez en introduction, hein, Brigitte, hein, c'est se créer soi-même en même temps, on l'a déjà évoqué 2 fois. Bien sûr. Mais je pense que Marie est assez lucide sur elle-même, je ne m'inquiète pas pour elle. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Karen également qui n'a pas d'enfant et elle nous dira pourquoi et on l'écoute dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hugues aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité justement, et vous êtes également l'auteur de ce blog hugueraine.com. Avec vous, on évoque le désir d'enfant ou le non-désir d'enfant. Et on écoute Karen maintenant, qui est un peu comme Émilie d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas d'enfant et vous avez décidé aujourd'hui de ne pas en avoir. Mais ça a été un petit peu dû aussi à votre parcours affectif, hein. Bonjour à tous les deux tout d'abord. Oui, tout à fait en fait. Déjà la première chose c'est que moi j'ai perdu ma maman très très tôt et que je me suis occupée de mon frère et quand j'ai rencontré mon mari, lui avait envie d'un enfant très rapidement. Et moi j'avais pas envie, j'avais assumé des responsabilités qui n'étaient déjà pas les miennes au départ, bien jeune, et j'avais envie de profiter. Donc de profiter, de se connaître, c'est pas que j'avais pas confiance en lui, mais c'était plus profiter, se connaître, profiter de la vie. Vous aviez quel âge quand vous le rencontrez ? J'ai 22 à peu près, 22-23, et j'avais perdu ma mère à 19. Oui. Donc j'avais envie de profiter. Alors précisons que j'ai aujourd'hui 54 ans, donc c'était quand même, ça date quand même un petit peu. C'était milieu des années 90. Et en fait, l'envie lui est passée. Je pense que je lui ai fait prendre une place qui n'était pas la sienne, c'est qu'il est devenu l'enfant de la maison, et que moi étant très maternante, en fait, quand j'ai eu envie d'un enfant, ça a été 2-3 ans plus tard, donc ça n'a pas été bien loin, il n'en avait plus envie. Donc en fait on a quand même décidé, enfin moi j'ai décidé de rester avec parce que c'était plus important, et puis c'est que après, a posteriori je me suis dit que l'envie n'était peut-être pas si viscérale que ça, compte tenu de mon parcours, c'est-à-dire que à la fois j'avais envie d'un enfant et à la fois j'avais mon histoire personnelle qui me faisait dire oulala, si jamais on se séparait un jour, si jamais moi je disparaissais, quid d'enfant. J'avais pas envie d'une certaine manière de leur faire subir ça en fait, de prendre le risque. En fait, j'ai peut-être pas assumé la prise de risque, disons, et j'ai trouvé les 2 premiers témoignages vraiment fantastiques par leur différence et à la fois, comme vous disiez, par leur sincérité et le fait que ce soit vraiment des décisions qui soient très réfléchies. Bien sûr. Et moi, à la fois, j'ai eu l'impression que peut-être ça s'est imposé à moi, mais a posteriori, assez rapidement, je me suis dit, en fait, c'est comme ça et que c'est pas plus mal. Et même si aujourd'hui je suis divorcée et que j'ai pas d'enfant et que je suis tout juste ménopausée, j'ai aucun regret. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été peu évoqué, il faut aussi prendre, je pense, le contexte social des familles, le contexte sociétal. Il y a quand même de plus en plus, alors peut-être qu'avant on n'en parlait pas, mais on n'a pas la donnée, d'enfants qui sont martyrisés, qui subissent des incestes, qui sont violentés. Alors il y en a pas plus, hein, ça c'est vraiment important. Après on en parle. On parlait pas. Heureusement on commence à en parler, mais malheureusement il y en avait même beaucoup plus avant. Il faut aussi se rappeler tous ces enfants qui venaient au monde parce que les mères avaient été abusées parce que c'était des serveuses et servantes, et elles les abandonnaient à des orphelinats. Enfin, je veux dire, on avance quand même, mais c'est vrai qu'il y a encore malheureusement beaucoup trop d'enfants qui sont maltraités, bien sûr. Mais voilà, ça n'aurait pas été le cas de votre enfant si vous en aviez eu un. Non, du tout. Mais je pense au fait que ces gens-là, aujourd'hui, en ayant le choix d'avoir ou de ne pas avoir, grâce à la fois au pouvoir de décision, à l'évolution, à la contraception, peut-être que ça en freine certains.
il est possible que ça en freine certains en se disant bon voilà, c'est. Je crains malheureusement que ce raisonnement ne soit pas très cohérent, Karen, parce que malheureusement les personnes qui, on entend ça dans les faits divers, malheureusement les femmes qui ont un enfant, qui le jettent dans la poubelle ou qui, je pense qu'elles se sont pas posé de questions. J'ai envie de dire, c'est presque des mammifères. Hein. Je sais pas ce que vous avez envie de dire, Hugues, parce que mes propos sont peut-être un peu choquants. Non, je partage ces propos qui sont douloureux quand même dans le constat, mais qui sont réels. Après, je préférais rebondir sur quelque chose que disait Karen et que je trouve, à travers tout ce qu'elle a pu dire et que j'ai trouvé très très beau, c'est à quel point Karen, votre histoire personnelle, vous l'assumez et vous le décrivez très bien. Ce qui s'est passé pour vous et on perçoit même intérieurement comment ça a évolué, si je puis me permettre. Et vous l'assumez complètement et du coup vous faites avec le réel de votre passé tel qu'il s'est développé pour vous avec cette mère qui est morte alors que vous avez 19 ans et des conséquences pour vous, et puis avec le présent c'est que vous êtes maintenant divorcé, vous êtes ménopausé et que vous faites avec ça, et ça me touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens ne veulent pas faire avec le réel, et ce que j'entends à travers tout ce que vous dites, c'est que vous faites avec le réel, et c'est d'une très belle qualité. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas dit à aucun moment j'ai pas eu de chance ou je ne sais quoi, vous l'assumez. Et est-ce que, je pose la question parce qu'on approche des fêtes, est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de tristesse ou de nostalgie de se dire pour Noël finalement moi j'ai pas d'enfant, ou est-ce que ça... Non, donc vous l'assumez vraiment bien. Et puis, vous savez, il y a eu une époque où on disait on fait des enfants aussi pour notre vieillesse, pour s'assurer de quelqu'un s'occupe de nous, etc. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on est aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe, peu importe. J'ai le cas d'un membre de ma famille, d'une femme qui vit à Toulouse, sa mère vit à Paris. Il y a 15 jours, elle a eu besoin en catastrophe parce que problème d'organisation, de planning entre le travail de monsieur, le travail de madame qui s'occupe des enfants, là c'était pas possible. Et la maman est arrivée en catastrophe pour donner un coup de main pour la semaine. Ça va qu'elle est en retraite, ça va qu'ils ont les moyens et qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, moi personnellement, j'aurais eu des enfants, j'avais plus de parents. Je sais qu'il aurait fallu que je me débrouille qu'on se débrouille par nous-mêmes. Il n'y avait pas de secours à proprement dit au niveau familial. Donc non, c'est pas. Après, oui, comme vous dites, Hugues, c'est un état de fait, c'est comme ça. Et à tel point que quand j'ai rencontré des personnes après mon divorce, le fait qu'il n'ait pas d'enfants en bas âge était un critère pour moi, parce que là, pour le coup, j'avais pas eu à la fois la chance et l'inconvénient par certains aspects, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est une charge énorme, et compte tenu du fait que j'avais envie de profiter de nouveau, j'avais pas envie que on m'impose cette contrainte-là. Et je comprends vous que quelqu'un la décide, mais c'était pas ma contrainte et je ne voulais pas qu'on me l'impose. Alors peut-être que ça se serait très bien passé si j'avais rencontré quelqu'un qui avait des enfants ados ou pré-ados, etc. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Et ça me va très bien que mon conjoint actuel ait une fille qui a 28 ans. Et ça me va très bien. Parce que ils faisaient chacun déjà leur vie et que ça nous permet d'avoir la vie qu'on souhaite avoir, et puis le jour où cet enfant aura des enfants elle-même, on avisera. Écoutez, je crois que Karen, Hugues a raison, vous faites avec le réel, vous avez une capacité d'adaptation, et je pense qu'en effet, quoi qu'il se passe, vous saurez vous adapter, donc on n'est pas du tout inquiet pour vous, et votre témoignage vraiment est important, parce que c'est pas les mêmes raisons qu'Émilie pour le fait que vous n'ayez pas d'enfant, mais ce sont deux raisons qui sont tout à fait justifiables, et je crois que personne qui nous écoute ne peut vous juger égoïste, comme on ne juge pas Marie égoïste non plus d'ailleurs. Allez, on fait une petite pause, je vous propose la devinette du jour. Les hommes ont deux cerveaux, ça tout le monde le sait, mais quelle serait la réponse la plus juste sur ces deux cerveaux que l'on connaît bien chez l'homme? Hugues, je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio. 7 Français sur 10 vont rogner sur leurs dépenses habituelles pour pouvoir acheter des cadeaux à leurs proches. Et plus d'une famille précaire sur 10 dit ressentir de la honte à l'idée de ne pas pouvoir gâter leurs enfants. Certains ménages rognent sur leur budget alimentaire ou de chauffage. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Ukraine sur ce sujet qui est un sujet vraiment d'actualité. Ukraine, c'est vrai qu'on ne se serait pas posé la question il y a 30 ans. Je pense qu'aucune émission de médias aurait évoqué le sujet du désir d'enfant. C'était comme ça. Voilà, on rencontrait quelqu'un, on se mettait en couple et on fondait une famille. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Je rappelle, Ukraine, qu'on peut vous retrouver sur votre blog ukraine.com, et on a déjà eu beaucoup de témoignages de femmes, et on va avoir dans un instant un homme qui donne aussi son avis, et c'est important parce que quand même les hommes aussi ont leur mot à dire dans le sujet, je crois. Et c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui de nombreux hommes sont de très bons pères, et ça c'est aussi quelque chose de très nouveau depuis une vingtaine d'années. Mais d'abord je veux la réponse à ma devinette. Évidemment, les hommes ont 2 cerveaux, tout le monde le sait. Et quelle serait la juste réponse? Vous avez aucune idée, Moi, j'ai pensé que ils avaient 2 cerveaux quand ils étaient en couple amoureux ou en couple d'amitié, parce que pour moi, ils n'en avaient qu'un. Et ça doit pas être la bonne. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, voilà la bonne réponse. Un petit et un gland. Voilà, c'est la bonne réponse. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Alors allez-y, justement, c'est important d'avoir l'avis d'un homme. Vous avez des enfants ou pas, Lionel, d'abord? Ouais, j'ai 2 filles, 2 grandes filles maintenant, 19 et 22 ans. Donc c'est vrai que... Alors par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous avez dit que les hommes, depuis 20 ans, sont des meilleurs pères qu'il y a 20 ans. Je suis pas d'accord avec ça en fait, parce qu'on se rend compte que... Moi, je pense que quand même la place du père, c'est une place un peu particulière, comme la place de la mère d'ailleurs, qui a sa part vraiment très particulière également. Le père, il doit être là pour mettre quand même des limites à un enfant. Et c'est vrai que moi, si je me fie à 20 ans d'éducation de mes filles, leur mode de fonctionnement, que ce soit avec leur mère ou avec moi, est complètement différent. Et je suis pas persuadé que la génération actuelle, qui considère que bien souvent ils sont... Enfin, moi, sur les jeunes couples, des fois, ça me surprend un peu, parce que je les trouve très copains avec leurs enfants. Et moi, j'ai une relation extrêmement privilégiée avec mes filles. C'est pas pour ça que je suis leur pote, en fait. Je reste leur père, avec l'autorité du père. Et ça s'est fait sur les années. Oui, mais vous avez raison, Lionel. Il faut que l'un des 2 parents, et pas forcément le père, d'ailleurs ça peut être la mère, fasse preuve d'une certaine quand même autorité et pose des limites. On est tout à fait d'accord là-dessus. On en revient de l'éducation horizontale que prônait Françoise Dolto. On en revient largement. Mais quand même, je trouve qu'il y a plus de pères qui s'occupent de leurs enfants qu'avant. C'était dans ce sens-là que je disais ça. Ah d'accord, ok. C'est vrai que concrètement, moi, vous m'avez... Oui, tout à fait. Moi, vous m'avez servi depuis des années et des années pour l'éducation de mes filles. Il faut être très clair. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup lire, ça m'a fait beaucoup écouter. Et ça m'a permis d'être, je pense, un meilleur père pour mes filles. Parce qu'en tant que père, on peut faire énormément de bêtises, en fait, avec sur une réflexion qui pourrait nous paraître anodine, mais qui l'est absolument pas pour une jeune fille en développement. Et c'est vrai que ça évite tout un tas de conneries. Je dis pas que je suis passé à côté de toutes, mais je pense que j'en ai évité quand même une bonne partie. Surtout quand je vois leur développement aujourd'hui, leur rapport aux hommes aujourd'hui, où je vois bien qu'elles sont parfaitement équilibrées, parfaitement à l'aise, en confiance. Et je me dis qu'au moins ça, j'ai pas dû faire trop de boulettes. Non, vous avez été, comme on dit, suffisamment bon. Ukraine, vous voulez réagir justement sur la question du père, parce que c'est une question importante aussi. Oui, moi dans mon rôle de père, je me sens plusieurs rôles qui ont varié avec l'âge et de mes enfants, et qui ont varié aussi avec mon évolution, ma maturité.
Et je pense que donc il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle en effet par moment d'autorité, et ça va dépendre aussi de l'âge des enfants, parce qu'il y a un moment où l'autorité ça marche plus. Il y a une psychanalyste qui a développé ça de façon très intéressante, Marie Balmary, elle parle de cette autorité quelquefois qui est un peu trop présente. Mais par contre, quand ils font en effet cette autorité, ils en ont besoin pour les limites. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous dites, Lionel. Mais après, il y a aussi, je pense aussi, des endroits qui peuvent s'approcher plus du partage ensemble d'idées. Alors, on peut pas dire amitié, parce qu'amitié, ça évoque trop une égalité aussi au niveau de l'âge, mais quelque chose qui est plus en phase avec l'instant présent, dans le jeu, dans l'échange, et ça, vous l'avez sûrement vécu, Lionel, j'en suis sûr, et où là, on parle plus tellement d'autorité, mais on parle de partage. Donc ça veut dire que je pense qu'on a un rôle en tant que père qui va être variable selon les situations, comme dans la société d'ailleurs. Quand on est au boulot, on n'est pas avec sa conjointe, sa compagne, on est au travail, et donc on a un rôle au travail qui est différent de celui de père, différent de celui d'amant, etc., etc. Donc je pense que en fait c'est une palette, le rôle de père, comme le rôle de mère ou de femme d'ailleurs, et qu'en fonction des situations, on va exprimer une de ces facettes. Je suis parfaitement d'accord. Vous devriez écrire des livres parce que c'est beaucoup plus clair que ce que je l'ai expliqué, vous voyez. Je l'ai fait, j'en ai écrit un. Pas beaucoup, mais j'en ai écrit un. Nouveaux parents, nouveaux enfants, oui, c'est vrai que vous avez écrit ce livre qui est formidable d'ailleurs. C'est comme ça que j'avais rencontré Ukraine. C'est grâce à ce livre. Et alors pour le sujet, justement. Pour le sujet du jour, honnêtement, je pense que aujourd'hui on a trop d'infos. C'est-à-dire que moi quand j'étais jeune, au final, quand je me suis marié, on n'avait pas les téléphones portables débutaient, Internet, on n'avait pas accès non plus à tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que trop d'infos devient anxiogène. Et pour un jeune parent, pour quelqu'un qui se projette un peu dans l'avenir, aujourd'hui c'est compliqué. Toute la vie est chère, le job c'est compliqué. On se dit qu'il faut donner les meilleures chances à notre enfant. Je vois bien comment mes filles raisonnent. Il faut se donner les meilleures chances, donc il faut d'abord être posé. C'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec le copain de ma cadette qui a 21 ans et qui lui voulait d'abord se poser, avoir une maison, un super job, une belle bagnole avant de potentiellement avoir des enfants. Et comme je lui ai expliqué, je lui ai dit mais si tu attends ça, tu auras 40 ans peut-être, et si tant est que tu y arrives déjà, et 40 ans ça devient compliqué pour avoir un enfant. On n'a plus la même énergie, on n'a plus la même patience, et je pense que c'est pas dans dans l'ordre des heures. Je sais pas si je me fais bien comprendre, et je voudrais pas que les gens Non, mais vous êtes dans le vrai, bien sûr. Bien sûr, il est plus facile. Il est plus facile d'avoir des enfants à 20 ans qu'à 40 ans sur le plan de l'énergie, du manque de sommeil. Et la relation qu'on a après derrière. Et puis absolument. Mais c'est un courant actuel qui est très fort, et je pense, moi c'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure à Émilie, je pense que c'est un courant actuel qui va bouger. Je pense pas que ça restera comme ça, mais pour l'instant, oui, il y a cette idée. C'est un phénomène de mode, plus que ça ressemble à un phénomène de mode. Oui, en fait, il faut pas se poser, il faut pas avoir une vie comme nos parents, faut pas. Et c'est un peu bizarre parce que passer, comme je disais à mes filles, je dis le problème, c'est que vous allez passer à côté de beaucoup de choses, et notamment, quand tu arrives, quand tes filles elles ont 20 ans et que toi t'en as 55, tu fais pas ce qu'on fait aujourd'hui avec mes filles, c'est-à-dire partir en vacances encore. J'ai la chance que mes filles partent encore en vacances avec moi, et comme je suis aussi stupide qu'un ado, forcément ça donne des vacances extrêmement sympas où on fait toutes les conneries possibles pendant toutes les vacances. Donc ça crée une relation qui est non, mais on est actuellement en train d'oublier le rythme de la vie. Il y a des âges pour certaines choses, et puis on est actuellement un peu en train de croire qu'on peut rester toute sa vie un éternel individu adolescent. Enfin, il y a quelque chose, il me semble, Ukraine, il y a quelque chose actuellement on oublie le réel. Nous sommes des êtres qui allons grandir, et puis qui après allons mourir, et on ne fait pas des enfants à 45 ans ou à 60 ans, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, je rebondis un peu sur ce que vous dites et puis ce qui a été dit tout à l'heure, c'est par rapport à Lionel qui parlait de sa fille cadette et du conjoint de sa fille cadette, et qui disait, moi, pour avoir un enfant, j'ai besoin de telles conditions, une maison, etc., la voiture, tout ça. Et je me dis que, ça c'est une façon un peu, si je puis me permettre, un peu ancienne de penser, parce qu'en fait, l'enfant, il n'a pas besoin de ça.
C'est pas ça qui va faire le bonheur de l'enfant. Ce qui va faire le bonheur de l'enfant, c'est ce qu'a évoqué Lionel par rapport à ses vacances en Corse avec ses filles. C'est un bon moment passé ensemble, à faire un peu toutes les bêtises possibles, dans le respect, bien évidemment, d'une certaine limite, quoi. Mais je crois que là, on projette sur l'enfant des besoins qu'il n'a pas, et du coup, le plus souvent, on ne s'interroge pas sur les vrais besoins qu'il a. Et si on s'interroge là, c'est vraiment une question qui est essentielle et qui mérite de comprendre comment se développe l'enfant, et qu'en fait, ce qu'il lui faut, c'est la sécurité, une sécurité affective, quelque chose qui se tient, quelque chose qui de temps en temps est en effet qui tient l'autorité, bien évidemment, mais avec discernement. Donc, je crois que se poser la question de ce dont a besoin l'enfant, c'est une bonne chose, mais dépenser beaucoup d'argent à Noël ou bien dans les poussettes ou dans tout ça en croyant que c'est ça dont a besoin l'enfant, on fait une erreur très importante. Oui, c'est important parce qu'on vient d'entendre pendant les infos justement que que certains parents se sentaient coupables de ne pas pouvoir offrir tous les cadeaux qu'ils aimeraient à leurs enfants. Ils ont tort, parce que c'est pas ça qui est important. Et voilà, on a été des enfants, et à Noël, on n'avait pas beaucoup de cadeaux. Enfin, en tout cas, moi pas. Et franchement, ça ne m'a pas empêché d'être dans une famille aimante. C'est vrai. Brigitte, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, pour Noël, on avait fait des cadeaux qui n'étaient pas des cadeaux matériels avec vous en émission. Oui. Et on avait fait des cadeaux pour tous les âges. Et qui était plutôt du côté justement de l'affectivité, de la relation, etc. Et moi, j'avais beaucoup aimé cet exercice qu'on avait fait ensemble. Eh bien, écoutez, peut-être que je vais essayer de remettre ça sous le sapin, peut-être, pour ce Noël qui approche. En tout cas, merci de cet échange. Lionel, vous voulez conclure peut-être ? Oui, moi je voudrais dire à tous les jeunes que le jour où vous aurez des enfants, ça vous transcendra, et en fait c'est ça qui vous fait atteindre vos objectifs. Absolument pas dans la prévision d'avoir un enfant et on va dire d'obtenir tout ce qu'on souhaite avant, parce qu'en fait finalement on a bien moins d'énergie, on a bien moins d'envie, et quand vous avez un gamin, en fait c'est le plus gros moteur que vous aurez dans toute votre vie. Ça vous permettra vraiment de vous dépasser complètement, de vouloir créer, de vouloir pousser, pour pouvoir justement avoir du temps, avoir ce que vous voulez au niveau matériel, mais en tous les cas vraiment c'est un moteur absolument formidable. Il faut y penser, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui va vous pousser, et pas le fait de vivre comme un ado attardé jusqu'à 30 ou 35 ans. Ça n'a aucun sens. Il faut. Oui, voilà. Mais là vous faites un tout petit peu de prosélytisme quand même, Lionel, un tout petit peu. Non, prosélytisme, non. Écoutez, laissez à chacun le choix. Maintenant, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas une vraie raison de pas avoir d'enfants si c'est parce qu'on n'a pas encore de situation professionnelle stable. On est d'accord. Ouais. Mais il faut pas non plus pousser tout le monde à avoir des enfants, quel que soit. Et si on en manque, regardez, Macron, il veut nous envoyer plein. Oui, mais alors ça, écoutez, je vous laisse être le commercial de Macron. Hein. Ah non, pas du tout, non. Merci Lionel. Allez, on fait une petite pause et on va retrouver notre chronique. C'est maintenant avec Jacques qui voudrait parler de sa rencontre avec Sœur Emmanuelle. On écoute dans un instant. Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Hugues, cette chronique est particulière puisqu'on écoute quelqu'un qui nous parle d'un moment clé de sa vie. Et Jacques, vous avez fait une rencontre avec Sœur Emmanuelle, c'est ça ? Et c'est ça qui a fait bouger votre existence ? Oui, un peu, d'une certaine manière. C'est une anecdote très courte, mais en même temps, il faut que je vous dise que j'écoute l'émission depuis le début et le sujet, a priori, ne me concernait pas du tout, ne m'intéressait pas. Et en fait, votre émission, aujourd'hui, comme souvent, est passionnante et m'a fait justement songer à quelque chose que j'aimerais vous dire aussi très rapidement. Bien sûr, non mais prenez votre temps, Jacques. Très bien. Très bien. C'est que je suis gay et heureusement marié, et que je vis un grand amour depuis plus de 20 ans, et que ce mari, cet amant, ce frère, je l'aime, et j'ai découvert que je l'aimais aussi comme un enfant. Et j'ai découvert en moi un désir que je n'avais jamais eu, mais qui était comblé. C'est aussi d'aimer la personne qu'on aime comme un enfant, c'est-à-dire de prendre soin et d'être bouleversé de tendresse. Voilà. Bon, voilà. Et maintenant... non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois qu'on ne parle
finalement toujours de l'amour avec une sorte de généralité, mais l'amour est multiple et je peux tout à fait entendre que lorsqu'on a un compagnon ou une compagne d'ailleurs, il y ait quelque chose de l'ordre du maternant ou du paternant qui se révèle en nous et qui se nourrit, et que l'autre, et d'ailleurs l'autre en profite très très bien. Et pourquoi pas, enfin c'est cette capacité de l'être humain d'avoir plusieurs manières d'aimer, tout simplement. Et c'est magnifique. Et j'avais lu d'ailleurs dans un livre d'Arnaud Desjardins la citation d'un sage hindou qui parlait de sa femme et qui disait « Je l'aime comme une femme, comme une mère, comme une sœur, comme une prostituée, comme une fille, comme une enfant ». Voilà, et ça m'est revenu. Bon. Ça doit vous plaire, ça, Hugren, Ah oui, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien parce que là, on retrouve les différents rôles qu'on peut avoir. Bien sûr, oui. Donc moi j'étais steward à Air France et puis il m'est arrivé de rencontrer, de transporter des célébrités. Parfois bien un jour, c'était il y a peut-être, 35-40 ans, un retour du Caire et on voit arriver Sœur Emmanuelle. Et tout le monde, évidemment, le cœur de l'équipage ne fait qu'un tour parce qu'elle suscitait vraiment une sympathie, une tendresse. Et au lieu de la mettre en économie, là où elle avait un billet, évidemment, ça allait de soi qu'on allait la mettre en première et la choyer sans en faire trop. Mais bon, là, et puis le vol s'est très bien passé. Elle était charmante, évidemment. Et elle nous a salués à la fin en nous disant à la volée comme ça. Merci de vous être occupé d'une pauvre chiffonnière comme moi. Et c'était merveilleux parce que... Vous faites très bien Sœur Emmanuelle, Jacques. J'imite bien Sœur Emmanuelle. Oui, franchement... Bon. Donc c'est une anecdote très courte. Et puis simplement pour en finir pas trop longuement, quelques temps plus tard, sur un vol d'Amérique du Sud, j'étais dans l'office et puis arrive un monsieur qui avait l'air effectivement d'être un prêtre. Et je ne savais rien sur lui et je ne sais pas si j'avais appris avant en consultant la liste des passagers ou si je l'ai appris après. C'était un évêque d'Amérique du Sud qui avait passé peut-être 8-10 ans dans les prisons pour foi, n'est-ce pas, c'était peut-être à Cuba, alors je n'en sais rien. Et ce monsieur, je lui ai donné un verre d'eau, on a parlé 1 minute ou 2, comme ça, il était radieux de l'intérieur, et je me rappelle pas du tout ce dont on a parlé, de rien d'important, et j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir affaire à un saint, d'avoir affaire à quelqu'un qui radiait quelque chose. Alors vous voyez, c'est drôle parce que vous parliez de votre amour paternel pour votre mari, et là vous parlez de l'amour agapé, c'est-à-dire ces deux personnes que vous avez croisées, c'était des personnes qui étaient dans l'amour de l'humanité, et on est encore une fois, mais je crois que le jour où tout le monde, tous les êtres sur Terre comprendront que la seule chose qui compte, c'est l'amour qui nous relie, je pense qu'on aura une belle planète et on n'aura plus besoin d'avocats, de juges, de policiers, mais c'est peut-être un rêve que je suis en train de faire. Non, mais puis les religions, dans ce qu'elles ont de plus élevé, il s'agit de ça, il s'agit évidemment d'amour. Voilà. C'est pour ça que mon mari que j'aime, à la Saint-Sébastien, je lui caresse la main, mais en pensant à vous, Brigitte, qui êtes en tous les cas sur la voie de la sainteté, parce que je pense que vous êtes une bienfaitrice de l'humanité, je le dis tel que je le pense, eh bien, je lui caresse la main à la Saint-Sébastien, mais en attendant impatiemment la Sainte Brigitte. Oui, j'ai bien compris votre petite blague qui pourrait faire ma devinette de demain. Non, mais pas du tout. On a tous, enfin je crois, Hugren, vous avez bien compris, je suppose. Tout à fait. Oui. Alors j'aime bien cette idée des aventures de Jacques dans l'avion, avec finalement il est quand même attiré par les êtres qui émanent de l'amour. Donc et il parlait d'amour avec son compagnon, et je trouve que c'est très chouette finalement qu'en filigrane il y ait cet amour qui plane par là. Et la conclusion que vous avez donnée tout à l'heure, Brigitte, sur votre rêve d'une nouvelle façon de vivre sur Terre, je la partage totalement et je la crois vraie. Pas pour tout de suite, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que nous sommes tous un, nous ne le savons pas, nous avons l'illusion d'être séparés,
Mais en fait, plus on va avancer, plus on va se rendre compte que nous sommes des êtres tout à fait interconnectés. Et ça me permet de vous dire qu'il y a une physicienne suédoise qui vient de faire paraître un papier là-dessus, montrant à travers l'étude des nanoparticules qu'il y a quelque chose qui est tout à fait artificiel dans notre façon de voir l'univers et de voir la matière, et qu'avant ça, il y a quelque chose qui préexiste dans la pensée et peut-être dans l'amour. Je vous laisse le soin de découvrir ça, c'est absolument passionnant. Et elle s'appelle comment cette Maria Ström. Elle est suédoise. Maria Ström, S-T-R-O-2-M-E. D'accord. Elle vient de faire un papier fin novembre, il y a quelques jours là-dessus, et je pense que les physiciens vont s'en emparer, parce que c'est pas une femme qui a l'air allumée, hein, elle est plutôt. En plus, c'est une très belle femme, hein, franchement. Ah, ben là, on reconnaît l'homme qui ne peut s'empêcher de nous dire qu'elle... Je m'étais intéressé à son papier avant de s'intéresser. Oui, non, mais je sais bien, mais je suis obligée de le relever, parce que sinon c'est une féministe qui va vous envoyer un... Brigitte. Je ne sais pas si on a encore le droit de trouver les femmes belles. Bon, Jacques, ça le concerne. Ah, mais je sais trouver les femmes belles, et je trouve que ce que vient de dire Hugues est une grande nouvelle. On va s'intéresser à tout ça. Absolument, absolument. Et votre beauté. Et d'ailleurs, je suis sûre que tous les hommes, justement, vont aller voir parce qu'elle est belle. Donc, après, ils s'intéresseront à ce qu'elle a écrit, mais ils iront d'abord voir parce qu'elle est belle. Et ça, c'était la tactique du Graine pour qu'on aille voir. Voilà. Ouh là là, vous avez percé tout mon subconscient, Brigitte. Non, je vous défends, c'est tout. Allez, trêve de plaisanterie, on va redevenir un peu sérieux avec le sexo conseil du jour, puisqu'on va parler de la cravate de notaire. Et puis, on va continuer à écouter toutes ces femmes qui ont envie de témoigner. Et c'est Élise, dans un instant, qui nous racontera également son parcours. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, on va parler de la cravate de notaire Ugraine, qui est un massage mammaire de la verge et qui est assez apprécié en règle générale par les hommes, puisque c'est une vision particulièrement érotique. Alors, il y a plusieurs manières de la pratiquer. On peut penser que la partenaire va se poser sur l'homme qui reste allongé, ou l'homme qui vient se glisser sur la poitrine de son amante qui, elle, n'est pas allongée, ou aussi, pourquoi pas, est allongée. Alors, à mon avis, c'est la première qui est la plus pratique, parce que la femme se sentira moins soumise, aura une meilleure action, et évidemment, cette pratique est réservée aux femmes ayant tout de même un tout petit peu de poitrine, hein, puisqu'il s'agit de serrer les seins autour de la verge, et puis de monter et descendre le buste. Alors, c'est vraiment une pratique qui date de la nuit des temps, et alors, on ne sait pas trop pourquoi ça a été appelé comme ça, mais il semblerait qu'elle a été également appelée branlette espagnole, parce que c'était les bourgeois qui s'autorisaient ce plaisir avec leur bonne espagnole qui était dans la chambre, dans une chambre tout en haut de l'immeuble bourgeois. Et voilà, mais bon, je crois qu'encore une fois, je pense que si ça s'appelle cravate de notaire, ça doit être parce que, en effet, ça ressemble un peu, on pourrait dire, le pénis ressemble un peu à une cravate qui serait prise entre le col. Et voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un connaît l'origine de ce mot cravate de notaire. Eh ben, moi je suis preneuse, parce que j'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé. Et je suppose que Ukraine, vous n'en savez pas plus que moi. Non, j'en sais pas plus que vous, Brigitte. Bon, ben alors ça restera un mystère. Autant branlette espagnole, on sait pourquoi, mais cravate de notaire, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est par rapport à la vision. Ou alors c'est parce que les notaires étaient très friands de ça. Je ne sais pas s'il y a un notaire qui nous écoute, il peut témoigner. Voilà. Bon, en tout cas, il vous reste quelques minutes pour aller vous inscrire par SMS au 7 20 18 pour vous inscrire sapin, si vous avez envie de gagner ce pack de 2 jouets d'accessoires Lelo, avec aujourd'hui particulièrement une bougie de massage et un ruban satiné. Là aussi, c'est un petit cadeau qui pourrait agrémenter vos soirées d'hiver. On retrouve Élise maintenant. Bonjour Élise.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Je suis très émue parce que c'est la première fois que je passe à l'antenne et je voulais aussi vous exprimer ma gratitude pour vos émissions et pour votre intelligence dans la façon de les mener. Et vous m'avez beaucoup apporté au fil des années. Eh ben voilà. Moi, je veux vous remercier parce que je suis toujours très heureuse quand quelqu'un, pour une première fois, prend la peine de prendre la parole parce que c'est grâce à vous que cette émission existe et donc vous êtes nécessaire. Voilà. Et le sujet m'a résonné très fort en moi. Donc c'est pour ça que j'ai osé. Alors moi j'ai 62 ans. Je disons entre la vingtaine et la trentaine, j'avais pas de désir d'enfant, c'était abstrait pour moi. Je m'occupais de mes études, puis d'avoir un travail et puis de trouver l'amour. C'était ça surtout qui m'animait. Et je me suis mariée vers 32 ans, donc bon, pas très tôt pour aussi. On s'était dit qu'on voulait des enfants, mais bon, ça restait. Encore abstrait. Puis au fil du temps, on a senti la pression sociale. Ah, vous n'avez pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez, bien sûr, on peut entendre. Ou ce qui n'est pas dit par la famille, mais les allusions. Bon, donc on a consulté, on a commencé un parcours médical, de PMA, de FIV, de don d'ovocytes, donc un parcours long, très pénible, très difficile, avec des hauts, des bas, des dépressions. Et c'est au fil de ce parcours qu'est née en moi la conscience qu'avoir un enfant, c'était un besoin viscéral. C'est ça que je ne peux pas expliquer pourquoi c'est pendant ce parcours. Et même à certains moments, je me disais, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. À ce point. Hugues, vous avez beaucoup travaillé sur les problèmes justement que rencontrent les femmes. Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger avec Élise justement sur ce qu'elle nous dit? La première chose, c'est que c'est des choses que j'ai beaucoup rencontrées et que je respecte profondément, cette façon d'exprimer les choses, c'est-à-dire ce besoin viscéral. Et après, je crois que la question qu'il y a, c'est est-ce qu'on a envie d'aller explorer ce désir viscéral en profondeur et est-ce qu'on a les moyens de temps, d'énergie, parce que derrière, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est une espèce de bulle dans laquelle il y a énormément de choses. Et plus on descend, plus du coup on peut prendre conscience de discerner exactement ce que contient cette bulle et du coup pouvoir choisir en plus grande liberté et ne pas être comme ça, j'allais dire, prisonnier de ce désir viscéral. Parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'à un moment, dans tout ce que j'ai vu de ma profession et ce qui m'a beaucoup touché et même beaucoup atteint, même douloureusement, c'est de voir à quel point certaines femmes étaient tellement, elles avaient tellement ce besoin viscéral qu'elles étaient capables de faire tout pour avoir cet enfant, tout au point de faire des choses un peu de l'ordre de la folie, quoi. Et du coup, je pense que ça nécessite vraiment beaucoup d'attention. Alors là, je pose une question un peu psy, Élise et Hugues. Est-ce que, au fond, quand on a envie de quelque chose et qu'on nous le refuse, là, en l'occurrence, c'est la nature qui vous le refusez et la médecine, est-ce que ça ne peut pas donner encore plus envie d'une manière réactionnelle? Je sais pas, c'est une hypothèse. Oui, il y a une partie sans doute réactionnelle, mais il n'y a pas que ça. Quand on le ressent viscéralement, parce que ça a ouvert des choses. C'est comme si ça a ouvert une partie de moi. Et je dois dire qu'on a eu, en tant que couple, la grande chance d'être accompagnés dans le parcours FIV. Quand on commence les FIV, il y a les cliniques ou hôpitaux doivent avoir un référent, un psychologue. Et on a eu la chance d'avoir une psychologue formidable qui nous a accompagnés sur la question de la parentalité et qui nous a soutenus. Moi, je peux dire qu'elle m'a
tenu la tête hors de l'eau à certains moments, et on a exploré plus la parentalité. Et un jour, on m'a dit, madame, il faut arrêter, là, c'est fini pour vous. Donc, effondrement, parce que dans ma tête, il n'y avait que le désir de l'enfant biologique. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, il y avait d'autres possibilités, mais ça m'a demandé un effort. Et j'ai fait la chose la plus importante de ma vie, c'est de tenter l'adoption. Et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir adopter un enfant petit qui a maintenant 19 ans. Et quand vous dites petit, c'est-à-dire très jeune, hein. Oui, il avait quelques mois. On l'a rencontré à 2 mois et on a pu l'adopter à l'âge de 7 mois. Et il m'a transformé. C'est en ça que le désir d'enfant, c'était pas tant un désir de grossesse qu'un désir d'être mère, m'a transformé, m'a fait grandir humainement et spirituellement. Et là, on revient à ce que disait Lionel tout à l'heure. Hein. Vous avez trouvé votre mission de vie en quelque sorte. Oui, et en même temps, j'ai compris quelque chose. Et si vous voulez bien que je lise quelques phrases du poème de Khalil Gibran, que vous connaissez sûrement, sur l'enfant. Oui. Alors, attendez, je l'ai sur mon téléphone. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Et puis un petit peu plus loin, il y a écrit « Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. » Et puis, bon, il y a d'autres choses. Bien sûr. Mais alors, c'est formidable parce que, Élise, au moment où vous me parliez de ce besoin viscéral, etc., j'avais une vision. Vous savez, je fais de l'astrologie et j'avais la vision dans un thème de quelqu'un. On voit assez bien où se situe l'éventuel désir d'enfant et ce qu'il signifie. Et votre poème, enfin ce poème que vous avez eu envie de lire, qu'on connaît, qui est magnifique, ça montre bien qu'on est là aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, de ce qui nous habite tous, parce qu'on est tous conscients qu'on va mourir et on a tous envie de laisser quelque chose. Après, il y en a qui sont artistes et qui vont laisser des œuvres d'art, il y en a qui vont laisser leurs propres enfants de leur chair. Et vous aviez envie d'élever une âme, si je peux dire. L'ambition est très haute, mais en tout cas, je le fais à mon niveau, quoi, à mon petit niveau. Mais non, il n'y a pas de petit niveau. À mon niveau, alors. Oui, tout à fait. S'il vous plaît, c'est important. Vous savez bien que j'aime pas les petits. Mais je voulais dire aussi autre chose, alors un petit peu en dehors, c'est bon, on n'a pas parlé, personne n'a parlé de l'extinction de la vie humaine. Regardez ce qui se passe au Japon, où la natalité est en dessous de 1. Eh bien, est-ce que ça veut dire que les Japonais vont disparaître dans quelques décennies ? Qu'il y a toute une culture, une histoire, des valeurs qui vont totalement disparaître? Non, ce serait ne pas faire confiance à l'humanité. Quand il y en aura plus beaucoup, ils auront très très envie de se reproduire. Regardons un petit peu autour de nous. Quand une espèce disparaît, c'est qu'elle n'a plus de sens, au fond. Ou c'est parce que l'homme a été trop prédateur. Hein. Là, je crois qu'on a notre part de responsabilité. Mais enfin, il me semble, je sais pas, je préférerais presque que ce soit Hugues qui réponde à ça, parce qu'il est plus à même de répondre à ce genre de questionnement, justement. D'accord. Hugues ? D'accord. D'abord, les flux de population que vous évoquez, ça ne veut pas dire qu'une population va disparaître. Et même quand elle semble disparaître, eh bien, elle ne disparaît pas vraiment parce qu'elle est réintégrée du fait des mélanges au niveau de la fécondation. Les chromosomes sont mélangés et finalement, on retrouve des chromosomes chez les humains des espèces, des races, parce qu'il y avait des races. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule race sur Terre. Hein. Donc, parler de racisme, c'est un peu imbécile parce qu'en fait, il y a une seule race sur Terre. Mais à l'époque, il y avait plusieurs races et on a des traces en nous, des races précédentes.
Ça, c'est donc ça ne va jamais disparaître, ça va se transformer, ça va prendre une autre forme peut-être, ou ça va rester dans la même forme, mais de toute façon, elle va évoluer. Donc tout ça, il n'y a pas de choses qui disparaissent vraiment dans la vie. C'est remodelé d'une autre façon, mais où ça reste un certain temps dans la même forme, mais de toute façon, ça se transforme. Oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça. Et... je vous remercie. Non, c'est nous, Élise. Merci beaucoup de cet échange. On va conclure dans un instant avec Christophe qui a envie de revenir sur la question de économique. Et après tout, pourquoi pas? Donc on va lui donner la parole dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ugren est avec nous et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog ugren.com où vous évoquez d'ailleurs beaucoup toutes ces questions d'humanité, de sixième mutation, je crois aussi. Je me trompe peut-être sur... Oui. C'est bien ça. Il y a une crise d'attention massive. Voilà, c'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le blog d'Ugren, ugren.com. Vous verrez sur Sud Radio comment s'écrit le nom de Rennes, parce que ça s'écrit pas comme une reine, pas du tout même. Et on va conclure avec Christophe. Christophe qui a fait ses petits calculs, il me semble. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis un fidèle auditeur de l'émission. Ça fait des années que je vous suis, Brigitte. Et merci. Je réagis aujourd'hui. J'aurais pu réagir sur plein de sujets différents, mais aujourd'hui je tenais à réagir parce que je suis papa de 2 enfants, un garçon et une fille. Et pendant l'émission, j'ai demandé à Internet à combien revenait un enfant à élever par an. Ça revient à 9 000 € par an, c'est-à-dire que sur 20 ans, un enfant coûterait... 9 000 € par enfant par an, ça me semble beaucoup. Vous comptez quoi? L'alimentation, l'école, les vêtements, l'école, les fournitures scolaires, les jouets... D'accord. Parce que comment on fait quand on a un petit salaire pour pouvoir dépenser 800 € par mois? Ça me paraît en tout cas, quand on pose la question sur Internet, c'est la réponse qui est donnée. Un enfant reviendrait environ à 9 000 €. Alors ça peut être 7 000, ça peut être 11 000, enfin tout dépend des niveaux de chaque famille. Oui, c'est peut-être une moyenne, oui. Voilà, c'est une moyenne. On va partir sur le fait que ce soit une moyenne. Et j'ai entendu tous ces témoignages de tous ces gens qui ont de bonnes raisons de ne pas avoir d'enfants. Je les entends tout à fait. Ils sont dans leur juste droit. Mais quand un jour ils vont arriver à la retraite, ces gens-là, qui est-ce qui va payer la retraite? Ce sont mes enfants qui vont payer la retraite. Ils vont avoir du mal, parce que ils vont pas être nombreux pour payer. Non, mais ça va être mes enfants, mais les enfants des autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans notre société, on compte aussi sur les générations qui viennent pour pouvoir assumer les générations qui passent. Et j'ai envie de dire... Mais mais Christophe, vous avez raison. On est actuellement en train de continuer à réagir avec des critères qui ne fonctionnent plus. Et votre réaction, je la comprends tout à fait. Vous êtes en train de vous dire, moi, je fais ce qu'il faut pour que la société de demain fonctionne. Et puis j'entends depuis tout à l'heure des gens qui sont égoïstes et qui ne pensent pas... Non, pas forcément égoïstes. Je ne les traite pas d'égoïstes. Ils ont le droit d'avoir la vie qu'ils souhaitent et leur choix, je les respecte. Mais en attendant, si tous ces gens qui décident de ne pas avoir d'enfants quelque part cumulés ou je veux dire... oui, non, mais on a compris. Ou placer une certaine somme d'argent tous les ans ou tous les mois, peut-être qu'ils pourraient s'auto-subvenir, parce qu'imaginez 180 000 € placés pendant 20 ans, je veux dire, ils auraient de très très confortables retraites et ils ne seraient pas obligés de se servir du système alors qu'ils n'ont pas contribué. Parce que j'imagine que ces gens-là ont un pouvoir d'achat bien supérieur à des gens qui ont des enfants et qui doivent assumer c'est vrai, oui, non, mais c'est vrai, on le voit notamment chez les couples gays qui n'ont pas d'enfants, qui partent plus en vacances que les autres, etc. Ils ont forcément un pouvoir d'achat plus important. Jérôme, c'est notre gagnant du jeu, excusez-moi. Non mais Christophe, il me semble
semble que les retraites, elles sont ponctionnées sur les salaires. Oui, mais en attendant, qui fait les salaires et les retraites de demain? Ce sont nos enfants d'aujourd'hui qui vont travailler, qui vont cotiser, qui vont payer des impôts. Et quelque part, je trouve que c'est un peu injuste de demander à la société de payer des retraites alors que on aura mieux profiter toute sa vie et qu'on aura eu moins de dépenses toute sa vie et qu'on aura pu plus épargner toute sa vie. Et voilà, c'était juste une réflexion que je me faisais dans mon atelier. J'espère que notre ministre de l'économie n'écoute pas parce il va s'emparer de votre idée. Oui, j'espère aussi parce qu'on est déjà suffisamment taxé pour ne pas en rajouter. Mais c'était juste pour dire à tous ces gens qui décident de ne pas avoir d'enfants pour leurs bonnes raisons que je reconnais, que j'accepte, de leur dire mais oui, mais d'accord, ok, mais il y a un moment où ça va pas vous. Alors vous avancez, mais vous avancez cette idée de payer les retraites plus tard, c'est une idée. Il y en a d'autres qui avancent l'idée de, comme tout à l'heure Élise d'ailleurs, qui parlait du Japon et qui s'inquiétait j'entends aussi des personnes qui, je vais parler vrai, puisqu'on est sur Sud Radio, qui disent oui, mais si c'est les musulmans qui font des enfants, qu'est-ce que va devenir, que vont devenir les chrétiens? Donc, vous voyez, c'est des raisonnements qui sont finalement, me semble-t-il, un petit peu dangereux. Je crois qu'il faut comprendre que la société évolue et que qu'est-ce qu'on va faire plus tard pour que justement tout le monde puisse vieillir correctement. Vous voyez. Mais j'entends votre raisonnement et je pense que ça doit en faire sourire plus d'un, et il y en a peut-être qui sont d'accord avec vous. Hugues, qu'est-ce que vous voulez dire à Christophe? Moi, j'entends bien la problématique et j'entends bien cette approche. Après, ce que je me dis, c'est que là où il y a un bug un peu pour moi, c'est que le système de retraite actuel est aberrant. En médecine, on l'a vu, pour les médecins, on l'a vu, puisque j'avais un ami qui s'occupait de ça. Et donc, on est en train de dire, oui, alors avec ce système, et on part du fait que ce système, il est comme ça, ce qui est vrai, et qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer, mais le système est aberrant. Donc, on ne peut pas essayer de trouver un système logique dans un système qui est aberrant. Parce que le montage lui-même de faire payer par les générations qui vont venir les retraites, ça ne tient pas la route, c'est une évidence. La preuve, c'est que maintenant, on est un peu au casse-pipe avec ce système. Vous savez, moi, quand j'ai payé ma retraite, un mois après, ils m'ont baissé de 10% en me disant que la loi avait changé et que donc j'avais signé sur une retraite. Et 2 mois après, c'était 10% de moins parce que justement, il n'y avait plus d'argent. Donc, bienvenue au club. J'entends tout à fait. Non, mais ce sont des questions, de société. Mais Christophe, la vraie question que j'ai envie de vous poser par rapport à votre envie de témoigner sur ce sujet, vous avez eu des enfants par souci de solidarité aussi? Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai eu des enfants parce que ma vie, mon parcours m'ont amené à avoir un premier enfant avec une première compagne. C'était un enfant qui n'était pas forcément désiré, mais bon, voilà, j'ai accepté sa venue. On a pu l'élever ensemble pendant un certain nombre d'années. Le couple n'a pas fonctionné, voilà. Mais en attendant, voilà, je suis ravi d'avoir eu mon fils et c'est oui, ça j'en doute pas. Mais est-ce que de temps en temps vous vous dites pas il faut assumer et quelque part c'est peut-être ça qui vous a donné envie de témoigner. J'essaye de comprendre le ressort de votre témoignage, en fait. C'est pas, je suis pas. Non, mais mon ressort, il est tout simple. Il est de me dire, aujourd'hui, j'ai 2 enfants que j'adore. Voilà, je les élève du mieux que je peux. Je leur donne les meilleurs, les meilleurs conseils que je peux. Après, c'est plus je voulais plus revenir sur cette question sociétale des retraites. Aujourd'hui, on est en train de taper sur les retraités. On est en train de chercher des économies partout. Et je me posais la question, je me disais, mais est-ce que les gens qui n'ont pas eu d'enfants et qui donc n'ont pas consommé comme les autres, qui n'ont pas, qui ont un pouvoir d'achat supérieur aux autres, ne pourraient pas participer différemment dans le sens par rapport à leur choix
tout simplement. Et c'était une question que je me posais à moi-même et que du coup je me suis permis de vous poser à vous. Maintenant, voilà, je ne pense pas avoir la science. Non, bien sûr, non, mais de toute façon, votre raisonnement, il a le mérite d'exister. Moi, je pense que de toute façon, il y a vraiment, et ce que je disais d'ailleurs en début d'émission, il y a vraiment, on est dans une société qui est en train de bouger et il faudrait qu'on puisse peut-être en parler tous clairement. Oui, ou adapter la société. Oui, il y a des adaptations à faire et ce serait dommage qu'on les fasse pas à temps parce que sinon ça va se faire dans la douleur. C'est toujours la même histoire et ça, je crois, Ukraine, que vous êtes d'accord avec ça. C'est juste réfléchir par rapport aux moyens de chacun. C'était mon souhait pour ça d'intervenir, c'était réfléchir par rapport aux possibilités de chacun, au pouvoir d'achat de chacun, comment est-ce qu'on peut tous contribuer intelligemment, voilà. Donc merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Merci Brigitte pour tout ce que vous faites. J'aime beaucoup vos émissions et merci. Et je m'en régale tous les jours. Merci d'y avoir participé, Christophe. Je vous laisse le mot de la fin, Ugraine. Rapidement. Écoutez, si, moi j'ai trouvé franchement que toutes les personnes qui sont intervenues, elles ont amené quelque chose de très précieux dans cette émission. J'ai beaucoup été touché des différents paysages que chacune a décrits et de la responsabilité. C'est ça qui m'a beaucoup touché, c'est la prise en main par ces femmes de leur vie, de leur responsabilité, de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le réel. Et du coup, je trouve que ça, c'est très encourageant pour l'avenir, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer tous ensemble, et en effet, dans la réunion homme-femme. Merci beaucoup, Ukraine. Et le témoignage en final de Christophe montre bien que c'est une vraie question de société et qu'il serait bien que nos hommes politiques s'en emparent, mais pas, encore une fois, avec des promesses pour être élus. Merci beaucoup. On retrouve Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Demain, on verra pourquoi l'hiver est si stressant, si dépressif. On en parlera avec Samuel Doc. Sud Radio, votre avis fait la